Alors, bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour représenter Québec solidaire dans le cadre de cet important débat en matière de commerce international. Je crois que vous ne serez pas surpris d'entendre qu'en cette matière, comme en bien d'autres, Québec solidaire se distingue des autres formations majeures que vous aurez l'occasion d'entendre aujourd'hui. Il suffit de mentionner d'entrée de jeu que dès les premiers articles de ses statuts de fondation, on peut lire que Québec solidaire rejette clairement le néolibéralisme, propose une alternative fondée sur la démocratie, la souveraineté populaire, l'indépendance du Québec et les valeurs progressistes telles que la justice sociale et un partage équitable de la richesse, l'égalité entre les femmes et les hommes, le développement viable, l'élimination du racisme, le pacifisme et la solidarité entre les peuples, bref, ce qu'on a pu synthétiser par l'idée d'altermondialisme. On comprendra donc que c'est dans cette perspective, à travers ce prisme d'analyse, que sont abordés à Québec solidaire les enjeux de commerce international. Cependant, avant d'y venir de façon spécifique, j'aimerais souligner le fait qu'il nous apparaît évident que le commerce international ne doit pas être appréhendé comme une sphère cloisonnée, détachée du reste de son environnement sociopolitique. Pour nous, la question des accords commerciaux ne peut se concevoir qu'en relation avec une politique commerciale plus large, qui doit elle-même être une composante intégrée d'une politique économique qui elle-même doit être tributaire d'une vision politique. Je tiens à souligner cet aspect important. Pour nous, le politique doit pouvoir prévaloir si la démocratie doit avoir un sens. Car si les votes électoraux sont également répartis entre les citoyens, les votes dollars qui prévalent dans la sphère économique le sont infiniment moins. En effet, selon le rapport sur les inégalités mondiales 2018, la part du patrimoine mondial détenu par le 1% était en 2016 de 33% de toute la richesse mondiale et en voie d'atteindre 39% en 2050 si la tendance se poursuit, alors que la part du 0,1% atteindrait 26%. Bref, le millième des plus riches posséderait le quart de la planète. Ainsi, avant d'aborder de façon spécifique les questions soumises par les organisateurs, je vais tenter de dessiner ce à quoi pourrait ressembler une politique économique et commerciale progressiste à laquelle pourrait adhérer Québec solidaire. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais une telle politique aurait notamment comme caractéristique, je vais un peu en vrac, premièrement, de ne pas hésiter à utiliser les leviers macroéconomiques tels que les politiques fiscales et monétaires dans l'optique de stimuler la productivité et l'emploi. Deuxièmement, de réguler la production privée de façon à éviter que la recherche de profit privé et à courte vue ne cause de tort aux communautés, aux travailleurs et à l'environnement, à travers, par exemple, des lois du travail sur la protection du consommateur ou environnementale des plus solides. Troisièmement, de conditionner l'accès au marché au respect de ces normes. Quatrièmement, de chercher à mitiger la domination de l'économie privée par la mise en place de secteurs publics et d'économies sociales forts. Cinquièmement, de conserver la capacité des États de réguler les interactions économiques lorsque nécessaire au bien-être de leur population, par exemple en contrôlant les changes et les flux de capitaux afin d'éviter la course vers le bas entre les juridictions fiscales ou en créant des alliances qui permettront l'abolition des paradis fiscaux et la taxation des transactions financières. Sixièmement, de conserver la capacité des États de soutenir le développement de secteurs clés de leur économie et de les exclure lorsqu'il le faut des logiques de marché. Septièmement, de refuser d'accorder des privilèges exorbitants aux multinationales et aux investisseurs, comme on peut le voir notamment à travers les législations abusives sur les brevets ou les différents mécanismes de règlement des différents investisseurs-États. Huitièmement, d'instaurer de réels parcours de transition et de requalification pour les travailleurs des secteurs économiques qui perdent au change lors de la conclusion d'accords commerciaux. Neuvièmement, d'instaurer des politiques d'immigration justes et humaines, comportant les ressources nécessaires à l'intégration des nouveaux arrivants, qui ne doivent pas être vus seulement comme des agents économiques, mais avant tout comme des êtres humains qui cherchent une meilleure vie pour eux et leurs familles. Ceci étant posé, vous aurez compris qu'à travers ce prisme d'analyse, les accords commerciaux dits de libre-échange mis en place au courant des dernières décennies nous semblent hautement problématiques. En effet, apparaissant largement comme de véritables chartes des droits et libertés des entreprises multinationales et des investisseurs, elles ont trop souvent
eu des effets au détriment des peuples, que ce soit en mettant en compétition les juridictions fiscales pour dérouler toujours plus le tapis rouge envers le capital, ce qui a eu pour effet de tirer vers le bas la capacité fiscale des États. En mettant en compétition des économies qui n'étaient pas au même stade de développement, ce qui a eu pour effet de diminuer le rapport de force des travailleurs dans des économies comme celles de nos voisins du Sud, du Canada ou du Québec. Par exemple, je n'ai pas voulu invoquer dans cet exposé une avalanche de chiffres, mais mentionnons qu'en 1990, donc à peu près à l'époque de la signature de l'ALLE, le 50% avant la série d'accords qui s'en sont suivis, le 50% des plus bas revenus en Amérique du Nord récoltaient 17% des revenus totaux. En 2015, c'était 13%. Par contre, pendant la même période, le 1% le plus riche a vu passer sa part de 14% à 20% et de façon générale, en liant les mains des gouvernements quant à leur capacité d'agir pour le bien commun de diverses façons. Merci.